Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module du CCAFU Online consacré aujourd'hui à la prise en charge des petites tumeurs du rein et un focus sur les tumeurs kystiques. Ce module vous a été présenté par Karim Bensalah, Jean-Christophe Bernard, Idi Rouzaïd et Luc Benzit. Autour d'un cas clinique décrivant une tumeur rénale de 33 mm chez une femme de 61 ans, l'intérêt de la biopsie a d'abord été discuté. La biopsie d'une tumeur rénale doit être faite de façon très rigoureuse avec des aiguilles coaxiales. Les résultats sont excellents, avec une sensibilité et une spécificité de plus de 99%, plus précises sur le type histologique que sur le grade, avec des taux de complications de 8%. Le risque d'essaimage est nul si la biopsie est faite dans les règles de l'art. Elle doit être proposée si elle modifie la stratégie thérapeutique, mais on voit une évolution très nette en faveur de son développement. Peut-on surveiller une tumeur du rein ? Oui, en théorie, mais avec beaucoup d'incertitudes sur la taille maximale acceptable, 25 ou 30 mm, semble être la taille maximale, sur les modalités de surveillance et sur les patients à qui le proposer. Le problème principal, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on surveille, puisque peu de ces tumeurs sont biopsiées. Finalement, une surveillance peut être proposée, mais seulement pour des patients âgés, avec des facteurs de comorbidité importants. Une évolution du volume tumoral doit faire rediscuter le dossier en RCP. Qu'en est-il des traitements ablatifs, qu'il s'agisse de la radiofréquence ou de la cryoablation ? Les indications sont les tumeurs idéalement de moins de 4 cm, plutôt exophytiques. Si ces techniques sont incontestablement en voie de développement, il est impossible d'en comparer les résultats avec la néphrectomie partielle, qui reste à ce jour le gold standard. Car il n'y a aucune publication de niveau de preuve suffisant et les suivis restent pour l'instant courts. Néanmoins, le nombre de patients traités chaque année qui augmente, avec des résultats très bons voire excellents, après 1 ou 2 procédures, fait de ces techniques une option raisonnable à proposer pour l'instant aux patients âgés ayant des facteurs de comorbidité ou aux patients ayant des tumeurs héréditaires. L'avenir nous dira si finalement les indications ne vont pas s'élargir aux patients plus jeunes. La néphrectomie partielle reste donc le gold standard actuellement. Sur le plan carcinologique, le contrôle est aussi bon qu'après néphrectomie totale et ne fait courir aucun risque aux patients si elle est faite dans les règles de l'art et si elle est techniquement satisfaisante. Il est désormais prouvé que la néphrectomie partielle protège de l'insuffisance rénale chronique par rapport à la néphrectomie totale, avec toutefois des taux de complications plus importants. Ces taux de complications peuvent être anticipés par la réalisation d'un renal score, qui est un score radiologique de complexité, et par le MAP score, qui permet d'étudier la graisse périrénale. On sait qu'elle est plus importante chez les patients masculins à fort périmètre abdominal. Une graisse dite toxique rend l'exérèse plus difficile et pourrait majorer le taux de morbidité. D'autres critères, comme les facteurs de comorbidité, l'âge du patient, l'expérience du chirurgien ou le BMI, sont désormais reconnus comme facteurs prédictifs de complications. Pour optimiser la préservation néphronique, il y a une littérature assez fournie sur le temps d'ischémie, le clampage hypersélectif, le déclampage précoce, avec parfois des études pas toujours très bien documentées. Quoi qu'il en soit, il semble que les 2 meilleurs critères soient la fonction rénale préopératoire et surtout le volume de parenchyme préservé. Bien sûr, avec un temps d'ischémie limité à 25 ou 30 minutes. L'apport de la robotique est indéniable et probablement irréversible. La robotique permet de reproduire la technique de chirurgie ouverte, ce que ne permet pas la cœlioscopie, avec des taux de complications et de morbidité faibles. Elle permet de proposer une néphrectomie partielle dans des conditions minimales invasives, avec tous les intérêts qu'on en connaît. Toutefois, il n'y a pas de série prospective randomisée, et il est très improbable qu'il y en ait un jour. On ne voit pas ce qui pourrait en limiter la généralisation, si ce n'est, bien sûr, les aspects financiers. La surveillance post-opératoire doit être faite selon les recommandations du CCAFU, édité en 2016, à partir de la classification UISS, et qui détermine les patients en 3 groupes. Patients à faible risque, risque intermédiaire et à fort risque évolutif. Concernant les tumeurs kystiques, la classification de Bosniak vous a été rappelée, mais également l'apport de l'IRM et de l'échographie de contraste lorsque la tumeur est difficilement caractérisable en scanner. Les tumeurs classées Bosniak 3, malignes dans 45 à 70% des cas, notamment dans la série du CCAFU, et a fortiori Bosniak 4,
doivent être opérées, si possible, par chirurgie conservatrice, avec un excellent pronostic. La biopsie de telles lésions n'est pas réellement possible, et en tout cas peu performante, et les techniques ablatives ne sont actuellement pas recommandées. Voilà, merci d'avoir suivi ce nouveau module. Merci au sous-comité Rhin, à Karim Bensala, Jean-Christophe Bernard, Idi Rouzaïd et Luc Benzid. Merci au laboratoire Janssen pour leur soutien institutionnel. Merci à l'équipe technique. Au revoir, à bientôt.